cas, bonjour à toutes et à tous. Il reste quelques places devant, n'hésitez pas. Parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui attendent au fond. Il y a des places devant, n'hésitez pas, c'est super sympa. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier débat de toute une série de débats que le Monde organise ici au rendez-vous de l'histoire de Blois. Débat au cours duquel on a choisi de traiter d'un sujet qui pendant longtemps n'aurait probablement pas été traité par un autre, c'était de la photographie. On en parlera sans doute tout à l'heure. Le titre qu'on a voulu lui donner, que Marie Chuval ici présente a voulu lui donner, était la photo de presse, fabrique d'icônes, point d'interrogation. Comme vous le savez, la puissance des images, c'est le thème de cette 21e édition des rendez-vous de l'histoire. Alors pour en débattre, Marie Chuval, qui travaille au service photo du Monde, elle dirige notamment toutes les pages internationales. Donc quand vous voyez une photo sur le site internet du Monde, ou évidemment dans le journal qui a été fait à l'étranger, pour le dire extrêmement vite, vous avez à peu près toutes les chances de la Terre pour qu'elle ait été commandée et ou choisie par Marie, et dans des conditions dont on parlera tout à l'heure. Parfois ça se fait très longtemps à l'avance, parfois ça se fait en quelques minutes, je triche un petit peu, des dizaines de minutes, ça peut arriver dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. À ses côtés, Laurent van der Stock, dont vous connaissez sans aucun doute les images. Il dit que les photographes qui a commencé... ça nous fait super plaisir, ça nous fait plaisir qu'il y ait aussi des moins jeunes, mais ça nous fait aussi plaisir qu'il y ait plein de jeunes dans la salle, qui a commencé peut-être un moment qui pour vous est déjà dans les livres d'histoire, c'était la chute du mur de Berlin, c'était la Roumanie, et ensuite son objectif a suivi la route de beaucoup de conflits, beaucoup de grands reportages. Il a gagné plein de prix, mais il n'aime pas trop qu'on le dise, il dit c'est un peu comme des goodies, ça m'est égal, enfin il y a quand même un WordPress dedans, il y a 2 visas d'or, un parcours tout à fait formidable. Des visas qui ont été remis notamment par Jean-François Leroy, qui a créé Visa pour l'image à Perpignan, qui dirige aujourd'hui encore. Jean-François qui explique que la première fois qu'il a remis un visa d'or à Laurent, il a dit enfin, et la deuxième fois, il a dit encore. De toute façon, s'il y avait l'évidence de ces récompenses. Visa pour l'image Perpignan, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de la photo de presse, du photoreportage, c'est simple, c'est non seulement en France, mais également en Europe et probablement au monde, si ce n'est le plus grand, un des plus grands événements dédiés au photoreportage, entièrement gratuit d'ailleurs, je crois que exactement comme à Blois, et qui a lieu début septembre, c'est ça, début septembre, tous les ans. Alors, est-ce qu'une image peut changer le cours de l'histoire, puisque nous sommes au rendez-vous de l'histoire? Comment naît une icône? Est-ce qu'elle naît au moment où le photographe appuie sur le déclencheur? Est-ce qu'elle naît au moment où elle est choisie, préfiltrée une première fois par un éditeur? Est-ce que c'est le moment où un rédacteur en chef décide de publier cette image? Combien de temps met une icône à naître? Pour en parler, on va en parler évidemment sur cette estrade. On espère en parler avec vous, donc assez vite, je vous proposerai, si vous en avez, de poser des questions et de pouvoir interagir avec nos invités. Mais on va quand même commencer à tout seigneur, tout honneur par l'image. Marie, tu as choisi avec Jean-François un certain nombre, quelques images qui sont des images totalement iconiques de la photo de presse. On va commencer par une image qui a été prise. Voilà, on entend à votre A que vous la connaissez toutes et tous. Alors voilà, il y a deux versions, ça fait partie un petit peu de l'histoire. Jean-François, pourquoi, au-delà de son caractère iconique, il y a une histoire derrière l'histoire, une petite histoire de la grande histoire? Alors,
Ben, cette image, elle va devenir célébrissime pour plusieurs raisons. D'abord parce que même si, effectivement, une image n'a jamais arrêté le cours d'un conflit, ça faut être clair, ça serait très prétentieux de le dire, mais cette image, quand même, elle est importante parce qu'elle fait comprendre, elle fait saisir aux Américains que leur armée au Vietnam ne bombarde pas que des méchants Vietcong communistes, mais bombarde aussi des innocents, des enfants. Et donc cette gamine qui vient d'être brûlée au napalm. Et alors cette photo, elle a une véritable histoire qui est intéressante. Elle est prise par un photographe qui s'appelle Nick Hoot, qui est un photographe de la société de presse. Et quand on voit cette image non recadrée, là, cette version-ci, on voit sur la droite ce photographe qui est en train de recharger son appareil photo. Il s'agit de David Burnett. Alors, moi j'aime beaucoup cette histoire pour plein de raisons. D'abord parce que quand cette photo arrive, c'est Horst Fass, qui est le patron de la photo de la société de presse au Vietnam, qui envoie cette photo à son desk, à son bureau new-yorkais. Et la première réaction du bureau de New York, c'est de dire qu'on ne publie pas cette image. Est-ce que quelqu'un imagine ou sait pourquoi? Pourquoi le bureau de New York refuse de publier cette image? Parce que la gamine est nue. Donc, la pudibonderie, j'allais dire, et Horst Fass, il insiste, il dit si vous ne montrez pas cette image, moi je quitte le bureau de Saigon, cette photo est trop importante. Mais alors, ce qui est important, donc, c'est à droite, Nick Hoot, le photographe qui a fait cette photo, je vous assure, moi je l'ai invité à Perpignan, je voulais faire une exposition avec lui, et c'est pas dire du mal de lui, mais c'est très difficile de trouver 30 photos excellentes de Nick Hoot sur la guerre du Vietnam. Mais par contre, David Burnett, que l'on voit en train de recharger son appareil, donc qui rate la photo, avec les photos de David Burnett au Vietnam, on pourrait faire 10 livres, on pourrait faire 20 expositions, parce que son travail est un boulot majeur sur la guerre du Vietnam. Donc cette photo illustre bien que l'icône, elle est souvent, ce qu'on appelle une icône, elle est souvent accidentelle. Hein. Et donc, David, il rate la photo. Et Roger Théron, qui était le patron de Paris Match, disait toujours, en parlant de cette photo, entre autres, il disait, dans ce métier, la malchance est une faute professionnelle. Et on le voit. Mais donc, Nick a fait une des photos. En plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une des rares photos iconiques qui traverse toutes les générations. Des gens de mon âge aux plus jeunes, je suis persuadé que tout le monde identifie cette photo. Quand vous parlez de photos iconiques du Vietnam, on vous dit la petite fille nue qui court sur la route. Et tu vois ça, pour moi, c'est c'est ce qui fait le caractère iconique. Voilà. Marie, on a une deuxième photo, alors iconique, où on touche encore plus à l'origine, au caractère sacré, en tout cas des représentations de l'icône. C'est une image plus récente. Voilà, je pense que tout le monde la reconnaît, qu'on a surloupé, parce que je pense que c'est pas le photographe qui l'a appelé comme ça, la Madone. Marie. Pas du tout, c'est pas du tout un photographe qui l'a appelé comme ça, c'est un journaliste, d'un journal que toi et moi on connaît bien, puisqu'il s'agit d'un journaliste, Michel Guérin, qui travaille au journal Le Monde, qui a décidé effectivement de lui donner une dimension iconographique très très forte, et qui a décidé de l'appeler la Madone. Donc effectivement, on la connaît aujourd'hui plus communément sous le nom de la Madone de Mandala, et c'est vrai qu'elle est, Jean-François va le raconter, elle est là pour raconter et symboliser une décennie noire en Algérie, donc les années 90, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, qu'on a beaucoup montré de façon très très crue, avec beaucoup de corps, des images absolument atroces, et celle-ci, en fait, une hyperbole de la souffrance d'un peuple algérien qui perd ses enfants. Mais je te laisse raconter. Oui, parce que là, ce que la photo ne dit pas, c'est que cette dame vient d'apprendre que ses 8 enfants sont morts. 8 enfants, le même jour. Donc elle est dans une souffrance absolument extraordinaire, infernale. Mais là, vous voyez, elle a besoin d'un contexte. On connaît tous l'image, mais est-ce que tout le monde est capable d'identifier que c'est l'Algérie? Est-ce que tout le monde est capable d'identifier que cette scène se passe à la sortie de l'hôpital de Bentala, effectivement en Algérie pendant les années noires, avec les exactions du fils? Mais c'est vrai que cette image reste iconique. Et en plus, il faut
Alors Marie va vous raconter des conséquences que cette photo a eues sur le photographe. Tu peux raconter ça quand tu l'as rencontré? En effet, il arrive souvent quand on rencontre des photographes, Jean-François parlait de malchance, qui est quand même un bonheur dans ce métier. Il y a pas mal de photographes qui ont eu de la malchance, qui ont eu l'occasion de faire des images qui ont marqué l'histoire, des icônes, et qui ont eu la possibilité de vivre sur ces images-là pendant très 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 longtemps. C'est-à-dire une image qu'on voit dans les livres, dans les expositions, qu'on reprend, qu'on appelle comme référence permanente. J'apporte juste une précision, quand tu dis vivre d'une image, cette image accompagne leur carrière, mais par exemple dans le cas, que ce soit Nick avec la petite fille au Vietnam, ou celle de Hossein, Nick travaille pour la société de presse, Hossein travaille pour AFP, l'agence France Presse, et donc leur publication n'a jamais rapporté d'argent le lendemain du jour où elle a été prise. Il faut préciser quand tu dis vivre avec. C'est vrai, vivre avec, c'est accompagner, c'est-à-dire c'est une image qui les accompagnera a priori toute leur vie. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand un photographe est l'auteur d'une grande icône comme ça, sa vie s'en va changer. Il est toujours identifié à cette image-là. Dans le cas d'Hossein en Algérie, en fait, la publication, parce qu'au lendemain en fait, de cette image-là, on est en 97, aussi, Jean-François le disait, travaille pour l'agence France Presse, donc il dispose d'un réseau de distribution international très très puissant. Donc la photo est immédiatement distribuée au monde entier, et aussi il se rend compte le lendemain matin que sa photographie est sur la une de dizaines de journaux internationaux, reprise dans le JT et compagnie, et là en fait pour lui l'enfer commence. Parce que, et là il est encore question de contexte, ce massacre de Bentala n'a jamais été éclairci, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais pour aller vite, il est fort probable que ce soit les forces du gouvernement, mais nous n'en saurons jamais rien, ou peut-être plus tard, il est fort probable que ce soit les forces du gouvernement qui aient décidé d'attendre la nuit tombée pour massacrer ce village de Bentala. Donc quand aussi il arrive le lendemain matin comme un bon agencier qu'il est sur les lieux du crime, la ville est vide. Il n'y a que du silence, tout est bien rangé, un peu de poussière qui traîne. Et il se dit, mais mon Dieu, que s'est-il passé? Puisque le massacre a véritablement eu lieu, il y a des témoins, l'information a été relayée, et pourtant quand on arrive sur place, il n'y a plus rien. Donc il va à l'hôpital, qui est souvent un endroit où, ça c'est Laurent qui pourra nous raconter, souvent on peut trouver des histoires à raconter, et il tombe sur cette dame-là. Et cette photo est le début du cauchemar pour lui, parce qu'en fait, elle révèle, elle dit un massacre sur lequel on n'aura jamais la vérité, et que le gouvernement algérien a très très envie d'étouffer. Laurent, peut-être une petite question justement pour définir les termes, puisqu'on parle de fabrique d'icônes. Marie comme Jean-François commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte, c'est que est-ce qu'une photo de presse, une photo avec les gens forcément, est-ce qu'elle peut raconter quelque chose toute seule? On a parlé d'icônes avant ça, et qu'est-ce qui fait on peut peut-être déjà situer qu'on est en train de parler que de photos de presse, et les icônes ne sont pas toujours toutes que des photos de presse, donc si nous on reste déjà au moins sur ce sujet de cette photographie-là, la photographie qu'on utilise, utiliser la photographie pour l'information, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, je crois, et de compliqué. On a toujours dit les photos mentent, peuvent mentir. Je pense qu'il est plus adapté de dire que nous interprétons les photographies et que nous pouvons les faire mentir, chacun en les regardant, et qu'une photographie dans l'information, aujourd'hui que ce soit sur un site ou imprimé dans un journal, n'aura jamais le pouvoir d'expliquer une situation comme le font les mots. C'est juste pas possible. La complexité, ce qui fait l'intérêt de l'information, si on est tous d'accord, il n'y a pas de question là-dessus, c'est la différenciation, la spécification, l'explication. Une victime n'en est pas une autre. On peut se poser une question d'ailleurs directement, on peut faire un raccourci et dire cette femme qui pleure ressemble à toutes les femmes qui pleurent. L'information, ça serait différencier, ça serait justement faire qu'une victime n'en est pas une autre et qu'une guerre n'en est jamais une autre. Et si on commençait
va le faire. D'ailleurs, ça serait la fin de tout espoir de jamais changer le cours de rien du tout. Bien entendu qu'il y a toujours une raison à ce qui se passe, il y a toujours une raison spécifique à un événement ou à quelque chose. Le journalisme, c'est spécifié. Si on parle des icônes de presse, alors on pourrait s'amuser à faire un jeu, même si peut-être, imaginons que 50% de notre population, la nôtre d'ailleurs occidentale, il faudrait voir aussi ce qui se passe en Chine ou ailleurs, la photographie c'est très culturel, qui reconnaît cette image, peut-être la moitié d'entre nous, mais qui peut expliquer ce qu'elle raconte et de quoi il s'agit, c'est déjà une toute autre question. Donc il y a ce truc sur l'icône et la photo de presse. Moi je pense qu'une photo de presse ne peut pas se passer de son texte, enfin tout au moins d'une longue légende, du texte qui va à côté, sinon elle n'a pas beaucoup de sens, et nous pouvons la faire mentir. L'icône souvent, enfin je ne sais pas, je lance une icône souvent, je pense, est reconnaissable de tous et sans doute associée à un événement, mais jamais par contre elle ne va l'expliquer ou dire justement ce qui faisait la spécificité de ce qui se passait. Nick Out, peut-être, on en a parlé tout à l'heure, peut-être Nick Out, effectivement, parce qu'on sait ce que les bombardements américains, enfin, là, à la limite, c'est un peu simple, et encore, on pourrait parler du Viet Cong et tout. Mais dans le cas de celle-ci, c'est assez évident. En plus, elle est publiée à une période justement où je pense, pardon, mais l'économie de la presse faisant que de moins en moins le revenu d'un photojournaliste vient du journalisme vraiment, mais plutôt des livres, des expositions, des prix, etc. Et je crois que cette photo est sortie à une époque où on avait des femmes qui pleuraient partout. Je me souviens de photographes agglutinés autour d'une femme tchétchène qui pleure, je me souviens de photographes agglutinés. Donc l'icône, on a des questions à se poser sur ce que ça veut dire une icône. Nous, en tout cas, sur la photo de presse, et nous, je ne dis pas nous journalistes, je dis nous publics, parce que l'icône, c'est pas le photographe qui la fabrique, c'est pas même si ça flatte son ego, c'est pas l'éditeur non plus qui la fabrique, c'est qui la consomme et qui la reconnaît, et pourquoi elle est réutilisée, et pourquoi elle le devient. C'est une espèce de machine autonome. Ça parle peut-être aussi de nous, on a besoin de quoi, de toujours simplifier. C'est le temps aussi qui la fabrique. Le temps. C'est pas acté, c'est pas acté à l'instant. Vous vouliez citer Eugene Smith? Oui, non, j'adore. Je passe la parole à Marie pour parler de. Eugene Smith, qui est un photographe, un très grand photographe américain du magazine Life, a fait dans son dernier bouquin, il a écrit une préface dans laquelle il dit « Objectivité, voilà le premier mot à retirer de notre folklore journalistique. Il faudrait tendre, et ce serait déjà pas mal, à l'honnêteté. » Et je trouve que cette formule, elle est bonne, parce que je suis complètement d'accord avec toi, Laurent, sur le fait qu'une femme qui pleure, n'est semblable à aucune autre femme qui pleure. Un enfant qui meurt de faim n'est semblable à aucun autre. Et donc, mais je pense qu'avec cette honnêteté revendiquée par les professionnels, on peut quand même avoir un débat intéressant. La photo de presse, elle se fabrique parce qu'elle est publiée aussi dans la presse. Alors on va vous faire rentrer pendant quelques minutes dans l'intimité d'un endroit. Je ne la connaissais pas, la citation de San Antonio, donc allons-y. Vous savez que la photo, c'est assez récent dans l'histoire du journal Le Monde. On va en dire deux mots, il y avait une citation de San Antonio. C'est vrai, quand j'étais adolescent, San Antonio, pour dire qu'un mec ne foutait pas grand-chose, il disait il a à peu près autant de travail qu'un photographe au monde. C'était à l'époque tout à fait valable comme comparaison. Ça a changé heureusement. Ça a considérablement changé, mais Marie, c'est quelque chose de formidable que tu résumes un petit peu en 4 temps forts cette histoire. Je vais vous le raconter, oui, parce que c'est une belle histoire. Le journal sort après-guerre, donc le journal Le Monde, sort après-guerre, se veut un journal d'excellence, se veut le journal de l'enquête, de l'analyse, de la longueur, de l'expertise, et en fait, pour des raisons je crois aussi un peu pratiques qui sont devenues, qui ont été complètement intégrées dans la ligne éditoriale, le journal se construit contre la photographie. C'est un journal gris, d'où la phrase de San Antonio, je présume. Et effectivement... néanmoins, on trouve une première image, 5 ans après la naissance. On trouve la première image dans le journal Le Monde, effectivement, qui n'est pas sur la première page, vous le remarquerez. Elle est donc tout en bas à gauche, c'est-à-dire à l'endroit où généralement on réserve l'emplacement à la publicité. Et c'est une photo, Nico, les salons des arts ménagers.
Voilà. 1949. 1949, on est loin de là où on en est aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi cette photo est là, à cet endroit-là, et pourquoi cet événement-là. Je n'en sais rien, je ne peux journalistiquement pas l'expliquer. Et les gens qui l'ont fait ne sont plus là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la photographie, en fait, se fait, évidemment, ça ne marche pas comme je voulais. C'est toujours comme ça. Si, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme je veux. Si. On est en 88, tiens, je vais meubler, tu vas voir, ça commence nous sommes donc en 1988 et Le Monde commande une série à Raymond Depardon. Il s'est passé quand même beaucoup de temps. Hein, entre 49 et 88, je vous laisse compter. En fait, il faut savoir que pendant ce temps, le journal est gris. Les publicités qui sont, du coup, le directeur du journal décide de laisser la part visuelle en fait à la publicité, que vulgairement dans le journal on appelle des clignotants, c'est-à-dire que ça clignote pour attirer l'œil du lecteur. Donc voilà, les publicités sont des clignotants, c'est comme ça que l'image apparaît dans les pages de journal, ce qui est quand même bon. Et pendant très longtemps, en fait, la photographie est à la marge de notre ADN, c'est-à-dire la fabrique de l'information, la production d'informations, d'enquêtes et compagnie. Elle est à la marge, elle est là pour illustrer le tourisme, la culture, les grandes expositions. D'ailleurs, il y a un petit paradoxe, le journal a eu de très grandes critiques photographiques, ou de photographie, sans jamais publier aucune photographie. Les grandes histoires, parfois, se font sur les paradoxes. Mais c'est vrai que la photographie n'est jamais intégrée à notre cœur de métier, qui est véritablement l'actualité. Il se trouve qu'en 1988, nous sommes en campagne présidentielle, et il y a un monsieur dans le journal, parce que c'est toujours des histoires d'hommes, ces histoires-là, qui invite Raymond Depardon, que vous connaissez peut-être, qui est un photographe fameux de l'agence Magnum aujourd'hui, à qui en fait on propose de couvrir l'élection présidentielle pour le journal Le Monde, ce qui est une aberration. Les journalistes apprécient assez peu la présence de Raymond. C'est une aberration, pourquoi? C'est une aberration parce qu'un photographe est là pour faire des photos, donc qui, basiquement et presque un peu sauvagement, vont prendre la place au texte. Et qu'un photographe est là pour faire des images, et on ne peut pas imaginer à ce moment-là qu'un photographe peut être aussi un journaliste. Il se trouve que Raymond Depardon, pendant cette campagne, du fait de son habilité et surtout de son carnet d'adresses, parvient à avoir une bonne dizaine d'entretiens exclusifs avec tous les candidats de l'époque. Ça va de Mitterrand à Raymond Barre, et le journal décide, et c'est la première fois que la photographie produite, c'est-à-dire que nous n'achetons pas mais que nous produisons, nous la fabriquons, c'est-à-dire que le journal met les moyens à disposition pour que le photographe travaille pour lui exclusivement. Et c'est la première fois qu'apparaissent donc les photographies dans les pages d'actualité du journal, sous une forme qui est très intéressante. Donc vous voyez, ce sont les trois colonnes, puisque en fait, le journal est fait de colonnes. Donc il a trois colonnes en haut des pages. Et les légendes, en fait, ne sont pas véritablement des légendes. D'ailleurs, on le voit, elles sont écrites en italique, ce qui explique et qui implique que le photographe parle à la première personne. Et ce ne sont pas des légendes journalistiques et factuelles, ce sont des petits textes qui racontent qui disent le ressenti de Raymond Depardon dans des moments un peu différents. Là, par exemple, en haut à droite, vous avez Daniel Mitterrand, qui n'était pas en campagne, ça ne nous a pas échappé. Il y a plein d'à côté, en fait. Et la séquence s'appelle Les vues de Raymond Depardon. Donc là, nous sommes en 1988. 2005. 2005, tout change. 2005. Nouvelle formule du journal. Il y a un véritable virage rédactionnel qui s'opère. Je vous montre ça parce que je n'ai pas de photo pour 2005. Il y a un véritable virage rédactionnel qui s'opère et la nouvelle formule en fait impose une photographie dans les pages qu'on appelle chaudes, c'est-à-dire les pages d'actualité, celles qu'on boucle le matin. Le journal est fait, un journal quotidien, comme n'importe quel magazine d'ailleurs, est fait de pages froides qui se bouclent très en avance sur une actualité qui est prévisible et une partie chaude en fait qui se boucle au dernier moment quand c'est un quotidien, généralement quelques heures avant que les pages partent à l'imprimerie.
Concrètement, on peut dire d'ailleurs, Le Monde boucle à 10h30, ce qu'on appelle les derniers bons à tirer sont envoyés pour un journal qui commence à être livré 1h30 plus tard pour les endroits les plus proches de notre public. Absolument. Vous avez une idée du délai. Donc ce virage, en fait, donne un signal pour la photographie et la considère enfin comme porteuse d'informations. Donc elle est complètement intégrée, même si elle y va pas à pas, elle est complètement intégrée comme source d'information et productrice d'informations sur l'actualité chaude. Et c'est surtout et aussi le moment où le journal décide de produire ses propres reportages. Et ça, c'est quelque chose de très important dont aujourd'hui, 13 ans plus tard, nous sommes très fiers et nous nous battons pour continuer à le faire. C'est-à-dire que nous fabriquons notre propre information, qu'elle soit par le texte ou par la photo. Ce qui est un phénomène quand même assez rare. Et ce qui a permis d'enclencher un compagnonnage avec ton voisin de droite. Mon voisin de droite, il a beaucoup travaillé pour le journal. Je ne sais pas pourquoi tu vas commencer. N'importe. Excusez-moi, mais quand même, il faut que je dise un mot. Tu m'as un peu trop vite, Emmanuel. Pardon, excuse-moi. Pendant très longtemps, la une du journal, qui est quand même le Graal absolu, c'est l'affiche par laquelle on va vendre, et pendant très très longtemps, la vente des journaux se passait dans les kiosques. Donc en fait, il y a quelque chose qui est très important dans le journal, et surtout quand vous fabriquez la une, c'est la manchette. La manchette, en fait, c'est toute la partie haute du journal, qui s'arrête un petit peu en dessous. À la pliure, exactement. Donc il s'arrête un petit peu en dessous de la photo. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la une au lendemain du 11 septembre. Et c'est la première fois que la photographie est en tête du journal, sur la manchette, et apporte une information qu'il aurait fallu expliquer avec beaucoup de mots, qui sont ce Manhattan endeuillé, enflammé et enfumé. Donc c'est un moment très important, en fait, c'est une très importante pour l'histoire de la photographie dans le journal. Faut dire que le moment, et c'est souvent comme ça aussi dans le journal, ce sont les moments d'histoire qui nous donnent des occasions de faire des grands moments de la presse aussi. Et c'est vrai qu'à la fin, en 2011, en mars 2011, a commencé un conflit sur lequel la rédaction a décidé de s'investir. Quand une rédaction décide de s'investir, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'elle mobilise des journalistes, ça veut dire qu'elle donne de la place dans le journal, parce qu'un journal, c'est pas de l'internet où on déplie. Donc la place est chère, ça veut dire que l'information peut être de qualité et qu'on lui donne la priorité. Et c'est sur ce conflit-là, en fait, que nous commençons à travailler avec Laurent, qui connaît très très bien le Moyen-Orient parce qu'il y a passé beaucoup de temps et c'est un excellent journaliste. Et nous commençons une histoire dingue. La transition, Marie a dit, tu as défini comme journaliste. Oui, comme journaliste. Oui, c'est important et j'aimerais bien que... Peut-être qu'on peut attaquer par là. Ce qu'on fait, c'est du photojournalisme. Non, j'ai trouvé En fait, Marie vous dit, on produit notre propre histoire, ça peut sembler bizarre dans la pièce, d'ailleurs, qui s'appelle dire produire sa propre histoire, le monde ne produit pas sa propre histoire. Pour un photographe d'actualité, en fait, c'est assez récent de travailler en direct pour un journal. Le mécanisme en France, et il faut dire ceci, c'est que la France était un acteur majeur dans la production d'images de l'actualité internationale, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici. Les agences Gamma, Sigma, Sipa ont été une espèce de nid de fabrication de l'image internationale de l'actualité pendant des années. Et il était, par exemple, pour quelqu'un comme moi, il y a à peine 15 ans, je crois que j'avais un rédacteur en chef dans un système de coproduction. Il n'y avait pas de patron, c'était vraiment de la coproduction, mais il y avait quand même des rédacteurs en chef dans la rédaction. Ils m'auraient dit, mais sur toute
tu ne travailles pas pour un journal, c'est ridicule. Une agence diffuse à 50 pays et le système fonctionne, on nous donne la liberté de partir où on veut, de choisir le sujet, d'y rester le temps qu'on veut, parce qu'on est dans un système de distribution d'agences. Donc un journal comme Le Monde, soit achète des images des agences filaires, Reuters ça fait AFP, soit achète des images des agences qu'on appelait à l'époque magazines, on ne va pas rentrer dans ce détail-là non plus, mais c'est comme ça, Gamma Sigma Sigma, qui sont en concurrence les unes avec les autres, et c'était dément de partir en reportage pour un journal particulier, parce que ça voulait dire qu'on se coupait du revenu des ventes aux autres journaux et encore plus à l'étranger. L'économie telle qu'elle fonctionnait à cette époque-là ne permettait pas ça. Si on voulait pouvoir repartir et continuer à en vivre, il s'agissait de distribuer à tout le monde. Il y avait des pour, il y avait des contre. Le pour, c'était une autonomie totale, une liberté totale par rapport à une rédaction. Le contre, c'est plus compliqué, je ne sais pas si j'ai jamais développé ça quelque part, mais ça donnait une espèce de compétition permanente qui, l'image étant ce qu'elle est, la fragilité de l'image étant ce qu'elle est, c'était toujours un peu le superlatif qui gagnait. Je pense que sur une table comme une table de Paris Match, peut-être plus que dans un quotidien, mais sur la table de Paris Match, je pense que c'était pas le photographe le plus honnête qui gagnait. C'était le photographe qui avait la photo la plus dramatique, ou la plus dramatisante, ou le grand angle. Le choc des photos. Le choc des photos. C'était ce moment du journal. Ça donne, donc ça a des avantages et des inconvénients. Ce que Marie veut dire quand elle dit maintenant nous produisons, c'est que toute cette économie a changé. Et quelqu'un comme moi qui essaie de couvrir l'actualité internationale, je crois que le nombre des acteurs de cette petite économie a dramatiquement baissé. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois à 3-4 sur un événement d'actualité que la planète entière suit. Quand il n'y a pas très longtemps, on était sans doute, j'exagère pas, en disant 10 fois plus. Ce qui fait beaucoup moins de journalistes de terrain, ce qui n'est pas très bien pour la bonne santé de notre information à tous. Beaucoup de commentateurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup de présentateurs, beaucoup de tout ce qu'on veut à midi, à minuit, sur toutes les chaînes télévisées ou radio du monde, et il y a souvent 3-4 sources sur le terrain, ce qui est un petit peu compliqué. Donc ce que Marie voulait dire, c'est qu'aujourd'hui, cette économie a changé et qu'on peut se permettre ou en tout cas, au moins un journal a construit ça, on peut se permettre de travailler pour un journal. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme moi, et on va parler de journalisme, pas de l'économie du journalisme, mais ça veut dire que pour quelqu'un comme moi, 10 ans plus tard, je me suis retrouvé par exemple en situation de ne plus du tout travailler, parce que le système des agences, économiquement n'est plus viable, et de toute façon avait ce problème éthique de nous mettre dans cette situation de toujours devoir, je ne peux pas dire mieux, et ça serait trop long, d'employer du superlatif, c'est-à-dire de ne pas être dans une espèce de justesse, pour ne pas parler d'objectivité ou de vérité, que nous ne cesserons de vouloir trouver, mais qu'on ne peut faire que comme ça, dans un grand effort. Au moins, je sortais de cette situation en tout cas qui ne me permettait plus de travailler honnêtement. Mais il se passe que quelques années plus tard, la Syrie commence, et effectivement, il y a tout le monde a fait ses tentatives, chacun de son côté, et ça se passe assez mal dans le nord, avant que Alep ne soit prise par l'armée syrienne, quand la révolution était encore une révolution populaire. Et un photographe comme moi, qui ne travaille plus pour une agence, et de toute façon il n'y a pas de photographe d'agence, il n'y a pas de photographe du tout d'ailleurs, il n'y a pas de journaliste du tout, mais la seule solution que j'ai, c'est de trouver un journal qui accepte de m'épauler, enfin de travailler. En l'occurrence, le New York Times est éliminé parce que c'était les premiers que j'avais contactés pour des raisons d'assurance. Et on est dans un nouveau monde comme celui-là, société Cascavelo, comme dirait quelqu'un. Donc ça ne se fait pas avec le New York Times, et c'est bien dommage parce que même Le Monde étant un grand journal, ce n'est quand même pas un journal en langue anglo-saxonne aussi international. Il se fait que donc il y a une personne qui est présente dans la salle.
qui relève le défi sans savoir du tout où on va, de dire vas-y, tente d'entrer en série, et puis on verra ce qui se passe. C'est Nicolas Jiménez, le rédacteur en chef du journal Le Monde, qui est très jeune et qui fait une petite révolution, qui réussit à construire un budget et à dire la photographie, ça vaut le coup. La suite, on va la faire, sinon on prendrait des heures pour raconter ça. Mais la suite, c'est que je pense que bien devant des grands majors comme, je ne sais pas, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux qui ont 10 fois plus de moyens que nous, on se retrouve quand même à être en train d'expliquer ce qui se passe à Alep. On a commencé pour ne parler que de ça. On le fait, je crois qu'on peut le dire, et c'est un travail d'équipe et il y a plein de raisons. On fait le travail beaucoup mieux que, ou en tout cas on fait le travail qui doit être fait. Et que beaucoup d'autres n'arrivent pas à faire ou font mal parce qu'il n'y a pas toutes ces espèces de petites. Cet ensemble de composantes à réunir pour faire qu'un travail difficile, évidemment, soit fait. Ça change, ça veut dire quand même pas mal de trucs, c'est que avec un peu d'effort et de bonne volonté, on peut encore faire ce qui est difficile à faire aujourd'hui, et c'est pas les gens de radio qui vont contredire, et c'est pas les gens de télévision qui vont contredire. On est de moins en moins de reporters de terrain, et néanmoins, on est parvenu un peu, on peut encore le faire, et pas avec des moyens, par exemple, comme ceux d'un journal américain qui a de toute façon au moins 10 fois plus de lecteurs, 10 fois plus de moyens pour le faire. Je voulais... une question, et puis ensuite... Oui, je voulais passer la parole à Jean-François et ensuite à la salle. Avec plaisir. Je voulais vous dire deux choses qui sont peut-être, on vit tous dans la photographie et la photographie presque depuis très très longtemps, donc de temps en temps on fait des raccourcis sans expliquer les choses. Quand je disais que le journal s'était donné les moyens de produire, ça ne signifie en aucun cas qu'on a trouvé Laurent sympa et qu'on s'est dit tiens, on va lui demander d'aller en série. En fait, l'écriture et la production de photographie et de photojournalisme chez nous se fabriquent selon les mêmes règles que le texte. C'est toujours écrit et c'est toujours produit dans le journal Le Monde. Donc, je vous parlais au début d'expertise, de longueur, le travail et le choix de la personne avec qui on va travailler et l'honnêteté dont parlait Jean-François est intrinsèque à toute bonne collaboration. Le travail et le choix de la personne, le choix de l'équipe en fait, avec qui on va travailler, se base d'abord sur l'expertise de terrain. On ne parachute pas les gens, ce qui est dangereux et qui n'est pas la garantie de la fabrication d'une bonne information. Donc il y a d'abord une expertise de terrain et ensuite la capacité à juger une situation. Tout le monde n'est pas un photographe de guerre, il faut arrêter. Il y a aussi une question très très importante qui est la rigueur de l'enquête, c'est-à-dire au même titre que le texte. Et ensuite, et je terminerai là-dessus, et ensuite effectivement compte l'esthétique photographique. Mais un éditeur, quand il est un éditeur photo, qui est le travail que je fais tous les jours, son métier, ce n'est pas de fabriquer des icônes. Son métier, et tout ça se fait très très vite, surtout dans un quotidien. Laurent est sur le terrain, il sait très bien qu'on boucle à 5h du matin, on se fait 3 WhatsApp le soir, les photos arrivent à 4h du matin, à 7h on les regarde, à 8h elles sont dans la page, à 10h elles sont à l'imprimerie. Donc on n'est pas du tout en train de chercher l'icône, déjà parce qu'on n'en a pas le temps et on cherche l'information. Et ça c'est quand même quelque chose de très très important, me semble-t-il. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-François en 3 secondes. Est-ce que là vous avez déjà des questions, des précisions à demander, soit à Marie, soit à Laurent? Jean-François. Non, moi j'ai pas grand chose à ajouter. Alors peut-être pas ajouter, mais dire en temps de Lisa pour l'image. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé qu'on peut constater les uns les autres. D'abord, il y a le fait que virtuellement tout le monde est devenu photographe, être le premier sur un événement, tout le monde peut le faire. Non. D'abord, il y a de plus en plus de monde qui fait de la photo, mais il y a de moins en moins de photographes, ça faut quand même le dire. Et il y a aussi moins en moins de journaux qui publient la photographe. Comment tout ça a évolué, comment tout
ça a affecté la production photographique? Moi, si vous voulez, je vais avoir l'air un peu nostalgique, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans ou 40 ans, entre le moment où un photographe prenait une photo et le moment, alors il fallait qu'il envoie ses films à Paris, à Hambourg ou à New York, ensuite ces photos, ces films étaient développés, étaient édités par des éditeurs, étaient dupliqués, duplicatés ou tirés, et des vendeurs allaient les vendre dans les magazines ou dans les journaux. Et aujourd'hui, on a une photo, s'il se passe quelque chose maintenant, toutes les rédactions du monde vont avoir les photos dans les 10 secondes qui viennent. Et donc cette espèce de course à l'instantanéité, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Vous voyez, donc on parle beaucoup de la puissance des réseaux sociaux, etc. Mais moi, et encore une fois, je suis peut-être nostalgique et un peu vieux jeu, mais je veux dire, tout le boulot, justement, qui est fait en amont par des gens au New York Times, au Washington Post, au Monde, évidemment, c'est des boulots qui sont importants parce que Marie a parlé d'une écriture journalistique. Je veux dire, moi, je parle toujours de photojournalisme, jamais de photoreportage. Il y a une notion de Tintin-reporter. Laurent, c'est un journaliste qui écrit avec son appareil photo et qui me raconte l'actualité avec son appareil photo. Donc, alors il y a ça que je tenais à dire donc, sur l'évolution du métier. Maintenant, les gens qui avaient un œil il y a 30 ans ont encore un œil aujourd'hui. Les gens qui étaient mauvais, qui n'avaient aucun regard il y a 30 ans, on n'a pas de regard aujourd'hui. Ils n'ont pas progressé sur ce truc. Non, mais, il y avait une photo, pardon, derrière. On peut peut-être la remettre, c'est la photo de. Ben, je la veux. Icône ou pas icône pour le coup de cette photo parce qu'elle a fait le tour du monde. Est-ce que faire le tour du monde pour une photo, en fait, une icône? Celle-là était pas mal quand même. Celle-là aussi. Ok. J'aimerais vous entendre tous les trois là-dessus d'ailleurs. Le petit Aylan. Nicolas, si vous voulez, pour moi, ça je ne pourrais pas répondre à cette question, mais qu'est-ce qui fait que cette photo du petit Aylan fait le buzz, comme on dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait? Moi, quand je me souviens très bien, on est au mois de septembre, je suis à Perpignan, et la première fois que je vois cette image, c'est sur le site de The Guardian. Okay, et tout le monde s'en va. Malheureusement, si vous voulez, encore une fois, cette photo, dramatiquement, prouve que une photo ne change pas le monde. À la suite de cette image, on a entendu tous les gouvernements du monde vous dire plus jamais ça, plus jamais ça. Et ce matin, pardonnez-moi, je fais un petit aparté, ce matin, il y a eu Nicolas Jimenez qui a fait un tweet sur le papier d'hier, sur 15 jours sur l'Aquarius. Je veux dire, les réponses à ce tweet sur garder tes migrants connards, etc., etc., cette photo montre bien que malheureusement, ça n'a pas changé la mentalité de personne et les gouvernements n'ont rien fait. Je pense que si mes souvenirs ne me trompent pas, on a mis un certain temps à décider de la publier. Oui, je laisserai la parole à Nicolas Jimenez sur ce point parce que la décision elle y est revenue. Je peux mettre un peu de contexte quand même. C'est que les 10 jours, on est en septembre 2015, si je ne dis pas d'erreur. Et la semaine qui a précédé la diffusion de cette image, nous qui passons, nous éditeurs photo, qui passons notre temps à regarder les wires, le fil, AFP et Reuters. Ce qu'on appelle les fils en fait. C'est ce qu'on appelle le fil, en fait c'est en continu, c'est l'information qui sort en continu, ce ne sont que des images. Donc on a quand même le nez là-dedans, c'est quand même un peu le cœur de notre métier. Et on avait remarqué la semaine qui a précédé la publication de cette image, on est fin août, une série d'images là où il y a définitivement aucune esthétique. Il s'agissait en fait d'images prises la nuit au bord de l'eau, donc on est sur un rivage de la même façon, prises la nuit, on était en Libye, et en fait le ressac de la mer ramenait les corps d'enfants morts. Au journal, on a tous vu ces photos, et comme c'est notre travail, nous sommes allés alerter sur le fait qu'effectivement ces photos racontaient quelque chose d'abominable. Elles les racontaient de façon assez frontale. L'information était là, on en était là, de cette histoire de migration et compagnie. Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que effectivement toutes ces images-là dont je vous parle n'ont jamais été publiées, un petit peu en ligne, mais elles ont vite été retirées parce que l'audience
l'audience du site internet est très différente de l'audience du journal. Vous achetez un journal, vous faites un acte d'achat, donc on peut se permettre de vous montrer des choses un peu différentes que le simple link sur Facebook qui vous amène sur une photo que vous n'avez pas choisi de voir. En tout cas, ces images n'ont pas été publiées, mais celle-ci est arrivée. Et là, peut-être que Nicolas peut nous raconter pourquoi. Vous pouvez donner le micro le HF, voilà, formidable. Ici. Nicolas Genès, directeur en chef photo. Bonjour. Vous êtes en 2 minutes, ça peut. Oui, je vais faire très long. Effectivement, moi j'étais à Perpignan aussi quand on a dû appeler cette photo. Marie a raison, la semaine précédente, le week-end précédent, on s'était posé la question avec des photos qui étaient beaucoup plus dures que celle-ci. Et on avait fait le choix, enfin on avait décidé qu'on n'assumait pas de mettre autant de violence à la ligne du journal. Quand cette photo est apparue dans la presse anglo-saxonne, le directeur du journal m'a appelé en me disant les Anglais l'ont fait, est-ce qu'on boite le pas, est-ce qu'on la publie, mais à l'intérieur en expliquant pourquoi cette photo-là est un virage, même si on n'avait pas beaucoup d'illusions, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'après ça, rien n'allait changer. Mais donc on a discuté pendant une paire d'heures au téléphone, on a échangé, on a beaucoup changé d'avis, à vrai dire. Cette photo est arrivée à la une du journal, elle est sortie à peu près une dizaine de fois, je pense, dans l'après-midi. On s'est laissé la soirée pour y réfléchir, et dans la soirée, on a convenu que c'était important de le faire, parce que dans l'après-midi, cette image avait pris beaucoup d'importance, que tous les dirigeants politiques européens s'en étaient emparés. Le fait qu'elle ait été publiée et diffusée était devenu un fait politique. Enfin, c'était devenu un fait en tant que tel. La manière dont elle a été publiée, on a fait un fait politique. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la une du journal qui l'a publiée, les gens questionnent les dirigeants en disant est-ce qu'on va encore accepter beaucoup de ces enfants morts de cette manière. C'est par exemple quelque chose que la presse francophone ne ferait pas, d'interpeller comme ça les dirigeants en disant voyez ça, est-ce que ça va encore durer longtemps. Et le fait que ça devienne quelque chose de très politique, ça nous a aidé à faire le choix de publier cette photo. S'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire si on aurait pris la décision seule de le faire en une. On s'était posé la question plusieurs fois parce qu'effectivement, depuis des semaines, il y avait des corps qui arrivaient sur les plages et c'était pas au même endroit, c'était sur les plages en Libye les semaines précédentes. On s'est beaucoup posé la question, à chaque fois on a répondu par la négative, je ne suis pas certain qu'on l'aurait fait de nous-mêmes cette fois-ci encore. Et vous êtes quand même le seul quotidien français à l'avoir publié en une le lendemain du Guardian. Je tiens à le préciser. Et on me l'a reproché. Après, sur la question de si la photo du petit Elan est une icône ou pas, je pense que le simple fait qu'on parle de la petite photo, la photo du petit Elan, comme on parle de la petite fille au Népal, qu'on ne connaisse pas, si je vous demande sur quelle île ça s'est passé, vous n'en savez rien. Si je vous demande le nom du photographe, nous ici, on ne s'en souvient pas. Oui, bon. Donc ça veut dire qu'elle a déjà échappé à son moteur, me semble-t-il. Elle rappelle déjà un fait historique et cette migration incroyable de 2015. Je pense que le temps fera. C'est sûr qu'elle n'a rien changé. Mais je pense que c'est déjà une icône. Une icône de la presse, c'est-à-dire que c'est une photo qui a d'abord été produite pour être diffusée dans un canal traditionnel qui est la presse, donc aujourd'hui qui se multiplie, qui n'est pas que du papier, mais qui devient des réseaux. Mais en tout cas, elle a été destinée elle a été faite par un journaliste, par un réseau de journalistes, elle a été publiée dans des supports journalistiques, et ça y est, 10 jours après, il y avait déjà une installation, elle a déjà été oui, c'est réappropriée. Et
et en faisait lui-même une œuvre d'art. Donc je pense que... Mais je sais passé pour le coup très vite, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on se disait tout à l'heure sur la durée, mais là en revanche, il y a un effet de masse qui a été considérable. C'est sur la question. Et la photographe s'appelle Nilüfer Demir. Oui, d'accord, avec juste savoir si le Guardian n'avait pas publié cette photo la veille, est-ce que le Monde l'aurait publié? C'est une excellente question. J'en ai une autre, pardon, sur cette photo du 13 novembre dans la nuit, du 14 au matin, dans le Bataclan, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et donc, est-ce que c'est le témoignage que vous faites de l'autocensure permanente? De l'autocensure permanente? Cette photo, je pense que vous voyez, de laquelle je parle, la photo des corps des personnes qui ont été tuées dans l'enceinte du Bataclan, le 13 novembre. Oui. Donc il y a cette photo. Vous voulez dire à l'intérieur du Bataclan? Oui, à l'intérieur. Oui. Et donc vous l'avez... On ne l'a pas publié, non. Oui. Mais il n'est pas question d'autocensure. Il n'est pas question de ça, c'est une décision. Quand on décide de publier un papier, on se pose des questions du pourquoi, du comment et de l'angle. On a fait la même chose pour la photographie. Il se trouve que comme cette photographie... Pardon. Il se trouve, mais Nico me dira si je me trompe, il se trouve qu'au moment, on s'est évidemment posé la question de publier cette photographie, et j'étais partisane, moi, de la publier immédiatement. Il y a une raison qui est rédhibitoire qui nous a fait ne pas la publier, c'est qu'au moment où on l'aurait publiée, l'entourage des gens décédés n'était peut-être pas au courant. Donc il ne s'agit absolument pas d'autocensure, un peu de décence et de bon sens. Par contre, moi je trouve que la publier, ça aurait été du voyeurisme. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je ne parle pas du tout d'autocensure, je parle juste du respect des victimes. Oui, bien sûr. Et que montrer cette photo à l'intérieur du Bataclan, c'est dégueulasse. Moi, c'est mon avis. Qui a été répondu? Oui, non, pardon, je vous reprends le micro. Je vous laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Puisque le débat est oui, monsieur, ou votre milieu à ma droite. Bonjour à tous, déjà je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Merci de venir à moi. Je voulais vous interroger sur la possibilité d'une icône positive. Parce qu'on a vu deux icônes tout à l'heure où voilà, on parle de souffrance, on parle de mort. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible? Merci. Je crois que Laurent a envie de répondre. Laurent. C'est Emmanuel. Non, mais... oui, non, je pense aux icônes parce qu'en fait. Quand on voyait la on est journaliste tout à l'heure, les photos de. On est journaliste de terrain, j'ai des histoires de terrain. On va faire de la comparaison de concept et de philosophie. Icône, oui, j'en ai peut-être une, j'ai l'histoire peut-être d'une icône, pas à vous le dire, c'est les positives ou négatives, mais en 2003, quand les Américains décident, pour les excellentes raisons, par la destruction massive, quand les Américains décident de rentrer en Irak, ils partent donc du Koweït. Et en ce qui me concerne, c'était prévu depuis longtemps, ils avaient averti. En ce qui me concerne, je voulais aller à Bagdad, sauf que j'ai jamais obtenu mon visa irakien, enfin, cette fois-là, et que je me retrouve un peu en dernier recours. Je vais à la frontière koweïtienne, et c'est fait que je passe la frontière et que je monte avec des Marines, le 4e de Marines, vers Bagdad. Je suis avec un colonel qui s'appelle McCoy, et qui a des méthodes assez violentes. Et à vrai dire, on comprend très vite, mais dans les premiers jours où les Américains ont passé la frontière, en plus ils la passent par le sud, donc on est dans une partie d'Irak qui a très grande majorité chiite, c'est pas complètement chiite, donc les Américains sont un peu reçus comme des libérateurs. En quelques heures, la couleur s'annonce déjà, ils font des choses que les Irakiens, qui sont pourtant tellement contents de les voir arriver, apprécient peu. Et dans les jours qui suivent, ça va de pire en pire. On n'est pas ici pour être aimé, mais pour être craint. We're not here to be loved, to be hated. Et en fait, beaucoup de jeunes
jeu de soldats, beaucoup de peur et beaucoup d'inexpérience font que énormément de civils sont tués sur le chemin, mais de façon idiote. Enfin, des gens qui fuient Bagdad, des Irakiens qui fuient Bagdad, et l'armée et le chaos, jamais n'imaginent que les Américains qui sont en train de monter vers Bagdad vont leur tirer dessus. Bah si, beaucoup. Et il se fait que, à cette époque, je travaille pour un magazine, pas pour un quotidien, le New York Times en l'occurrence. Donc je garde ces images, mais l'histoire qui est en train, l'histoire que mon magazine va raconter au bout de cette première semaine, c'est effectivement nous, puisque c'est un journal américain, notre armée tue des civils en avançant vers Bagdad. Il se fait que, avant que ça ne soit publié, je suis avec ce 4e de Marines, dont le colonel est McCoy, et avec ce McCoy, on se parle de temps en temps. McCoy, donc d'ailleurs, on avait le loisir de critiquer ses méthodes, parce qu'il y avait par exemple des snipers qui arrivaient à arrêter les voitures avec des fusils de sniper de 12-7, à arrêter les voitures en cassant le moteur à distance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de victime. Donc on lui disait, mais pourquoi vous ne faites pas toujours comme avec Sandro, je crois qu'il s'appelait, c'était un Mexicain. Au lieu de tirer sur les gens, pourquoi vous... Soit on avait des discussions comme ça, c'était un peu surréaliste. Je me dis que, en arrivant à Bagdad, je réalise que je n'ai plus besoin de cette espèce d'escorte dans cette espèce de demi-bataille, parce qu'en fait l'armée irakienne n'avait pas beaucoup les moyens de combattre les Américains qui avançaient. Et le rapport que je m'ai entretenu avec ce McCoy lui avait fait comprendre, lui avait fait penser, lui avait donné l'idée que, contrairement à ce qu'on faisait avant on prenait les châteaux, enfin, début du siècle peut-être, puis après on a appris qu'il fallait prendre la télévision ou la radio, après il fallait prendre, aujourd'hui, en fait, le mec a compris qu'il fallait prendre l'hôtel des journalistes. Il m'avait entendu parler assez régulièrement et je lui avais parlé de cet endroit qui était le Palestine Hotel, où les journalistes étaient réfugiés et attendaient l'arrivée des Américains. Au bout de cette progression de 10 jours, et quand on est arrivé vers Bagdad, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma compagnie Alpha. Enfin, il y avait Alpha et Delta, je ne sais plus très bien. J'ai perdu ma compagnie, et surtout j'ai réalisé que j'avais plus besoin d'eux, je pouvais aller directement au centre-ville pour voir ce qui se passait dans Bagdad. Sauf que, sans le vouloir à un moment donné, McCoy qui est devant les tanks, voit mon 4x4 qui avance et il sait que je vais au Palestine Hotel et il enquille derrière moi. On arrive au Palestine Hotel, les chars arrivent juste après et il fait tomber la statue de Saddam. Il devait y avoir, sincèrement, Bagdad, la population de Bagdad n'était pas au Square Firdous. Au Square Firdous, il y avait un peu il y avait surtout 200 journalistes qui sont descendus de l'hôtel Palestine et de l'hôtel Sheraton. Il y avait 200 Irakiens sans doute sur la place Firdous. McCoy a demandé à son grutier, il se fait que je le connais, je peux raconter l'histoire de ce grutier, qui lui dit « It's not our job, sir ». Il lui dit « It's an order ». Et ils abattent la statue de Saddam. Je vous promets que moi, je suis depuis 15 jours avec eux, je n'ai même pas fait une photo de cette statue qui tombe tellement j'étais dégoûté, et j'étais en train de transmettre tous les crimes qu'il avait commis pendant une semaine. Et c'est resté une icône. L'image de cette statue de Saddam qui tombe sur Firdous, voilà, pose toutes les questions qu'on peut se poser sur une icône. Elle raconte l'histoire, mais à l'envers, on ne sait rien de ce qu'il y a derrière, elle a la limite représente quelque chose qui n'est pas exactement ce qui est arrivé. Et non, qu'elle soit positive ou pas, j'en sais rien. Elle est presque trop bavarde. Mais c'est rigolo de voir, et c'est un petit peu ce que je voulais exprimer au début, c'est, désolé, mais une photographie n'a jamais que, alors, on peut rentrer plus loin, qu'est-ce que ça veut dire une photographie, et la part tangible de la photographie, et ce qui passionnera toujours tout le monde, et c'est ce qui fait que la photographie est merveilleuse, mais essayons de réfléchir correctement là-dessus. Une photographie ne peut pas transmettre exactement comme les mots, ça se passe ailleurs, ça se passe autrement. Comme disait Roland Barthes, c'est comme l'empreinte d'un animal dans le sable. Est-ce qu'elle appartient à la loi de Newton? Est-ce qu'elle appartient à l'animal? Est-ce qu'elle appartient au sable? Quelque chose qui nous échappe, qui se passe en dehors de nous, c'est la machine. C'est une machine à enregistrer quelque chose et ça nous passionnera toujours. Mais on ne peut pas en faire on ne peut pas expliquer l'histoire du monde avec des images.
je pense que les icônes sont une chose étrange sur laquelle on pourra réfléchir longtemps. Je crois d'ailleurs qu'on parlera plus d'icônes religieuses, j'imagine, dans ce colloque, l'image de reportage, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais enfin, on peut démonter facilement quand même ce que ça veut dire une icône quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière. Comme par exemple, en tout cas, derrière cette image-là, effectivement. Jean-François, sur la question, monsieur. Non, j'étais en train de réfléchir parce que c'est vrai que des photos positives, il y en a. Des icônes, enfin, ce qu'on a communément décidé d'appeler aujourd'hui une icône positive. Alors j'ai envie de... Oui, monsieur? Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. à laquelle on pense d'ailleurs. Bah, moi, je... Pardon, moi. Bah, moi, là, il y a beaucoup d'années, je sais pas. Chacun de ça. Non, effectivement, l'image de Berlin, oui. Le sujet à la déesse de la démocratie en Chine. Le soldat devant le char. Le soldat, Tiananmen. C'est pas un soldat, hein, c'est un étudiant. C'est un étudiant, Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, mais enfin. Après, ça dépend. Ça dépend, oui, exactement. Vu la suite, c'est pas très positif, quoi. C'est pas un soldat devant le char. Comment? Ça nourrit un peu la conversation. Oui. On parle d'un soldat devant le char. Oui. À propos de ces étudiants devant les chars avec longtemps. C'était un projet, mais la suite a été terrible. Donc je ne sais pas si, considérant toute l'histoire, on peut vraiment considérer cette image comme une icône positive. Mais par exemple, est-ce qu'on peut par exemple, dans les images de Laurent que je fais défiler pendant que chacun vous parle, c'est un travail qu'on a fait ensemble sur pas mal de mois, 9 à peu près, sur la bataille de Mossoul. Quoi penser de la libération de Mossoul? Est-ce que ce sont des icônes, enfin, des images positives ou négatives? Personnellement, je ne peux pas les dire. D'ailleurs, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'apporter une information. C'est ça souvent qu'on oublie. Et Jean-François m'a fait relire une discussion entre une grande iconographe et grande rédactrice en chef photo qui travaille au New York Times et une historienne avérée qui se chamaille sur l'analyse des images. Et la dame du New York Times lui répond: mais en fait, vous, madame, vous avez 6 mois pour réfléchir à une image, nous, on a moins de 24 heures. Voilà. Gardez ça en tête parce que c'est exactement pour ça qu'on a voulu vous raconter aussi comment ça se passe de notre côté du métier et de notre côté de la fabrication d'images. Voilà. Une petite citation de Pierre Lazareff. Oui, non, il y avait Pierre Lazareff, qui est un grand journaliste qui avait dirigé François pendant les années 60, qui disait toujours un chien qui mord une vieille dame, tout le monde s'en fout, mais le jour où la vieille dame mordra le chien, là, il faudra en faire la une. C'était un peu caricatural, mais ça voulait juste dire, on dit toujours qu'on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que l'image du bonheur absolu, elle est souvent gnangnan. Je suis désolé de le dire, mais je le pense vraiment. Après, il faut savoir aussi pourquoi on fabrique des images. On a Balzac et Tolstoy à la pluie qui disent que les gens heureux, les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Moi, je ne vais pas faire référence à Balzac, mais si on est là pour écrire l'histoire, effectivement, les moments de joie sont souvent, non pas entrecoupés, mais entrechoqués de moments de violence, et c'est parce qu'il y a eu la violence avant qu'eux. Enfin bref, ça s'appelle l'histoire. Nous, on fait des photographies pour essayer de raconter et de dire l'histoire qui se passe devant nous. J'ai une image en tête que je n'ai pas là parce que je n'avais pas prévu ça. C'est une image d'un photographe américain qui s'appelle Eugene Richards, qui a fait un boulot absolument formidable sur les traumatisés de la guerre en Irak. Et il y a une photo que j'adore, c'est un soldat qui s'appelle Dusty Hill. Dusty Hill, il a sauté sur une IED et il a perdu ses deux mains sur une nuit. Oui. Et il a perdu ses 2 mains, donc il a des crochets, il a le visage complètement brûlé, donc il n'a plus d'oreilles, etc. Et il est devant le canapé familial, et il y a sa gamine qui a 10 ou 12 ou 14 mois, je ne sais pas exactement, qui le regarde en souriant, qui saute comme ça en disant c'est le plus beau papa du monde, sans se rendre compte que son père est un éclopé, qu'il a des crochets. Mais cette photo, pour moi, elle représente l'optimisme.
Parce que Dusty Hill, ce monsieur, dit « J'ai vécu un drame terrible dans ma vie, mais grâce à lui, je vais pouvoir regarder grandir ma fille. Ça, c'est un bonheur que je n'aurais pas eu sans mon accident. » Pour moi, c'est une image positive. Même si à la regarder, on voit surtout la souffrance du monsieur. Alors, sur la même image, moi j'y vois une cruauté absolue d'une Amérique qui envoie des mecs à la boucherie qui reviennent avec des traumatismes inexplicables et compagnie. Donc ça dépend aussi des versions. En tous les cas, cette photo, elle est importante dans l'histoire. Et c'est ça qui compte, de notre point de vue. Et qui surconsomme des opiacés, ce qui devient un problème majeur aux États-Unis de santé publique. Tout au fond, une question, monsieur. Oui, bonjour. On parlait tout à l'heure de contexte pour comprendre un peu mieux et voir un petit peu ce qu'il y avait derrière l'image. Et c'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais plus une remarque. Et je me suis souvent fait la remarque que sur le site du Monde, les légendes des photos étaient souvent des citations de l'article qu'elles accompagnaient, sans rentrer dans les faits et pour expliquer vraiment ce que doit être une légende, c'est-à-dire ce qui est derrière la photo. Et je pense que si, pour parler du drame en Algérie, si j'avais vu la photo, on sent forcément la peine de la dame, mais s'il y avait une légende qui expliquait exactement qui était cette dame et pourquoi elle était dans cette situation, on en ressentit encore plus de peine parce que à la photo, il ne sait pas tout. Et donc voilà, les après, bon, certes c'est une minorité, mais les gens qui ont besoin d'accéder au site pour des questions d'accessibilité, ceux qui lisent en braille, des choses comme ça, je ne sais pas, du coup je pense qu'ils perdraient une information, vu que la légende n'est qu'une citation de l'article et pas une explication pour aller avec la photo. Donc, quelle est votre question? Ça aurait dû, je pense que ça devrait plus être une légende qui est vraiment un petit peu à l'image du blog Big Picture de The Atlantic, qui n'est qu'une série d'images et qui du coup a besoin d'une légende qui fait souvent 3-4 lignes pour expliquer vraiment tout le contexte de la photo. Et c'est vrai que je pense que ça rendrait la photo plus forte de vraiment décrire quelle est la photo et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour l'article. Ça devrait changer puisqu'il y a quand même une petite révolution qui se prépare chez Google qui a décidé de laisser incorporer les datas à toutes les images, alors qu'avant ils les anonymisaient toutes. Donc ils vont laisser les données dans les images. C'est une grosse révolution chez Google, et pour les photographes et pour les journalistes. Oui. Je ne sais pas par où commencer. Pardon? Non, c'est pas toujours le cas. Dans un journal, vous avez des longues enquêtes de 28 000 signes, vous avez des papiers de 3 000 signes, sur le site, il y a des dépêches d'agence de 500 signes. Donc tout ça, en fait, la longueur de l'expertise et le temps qu'on donne à un papier lui donne un certain statut. En photo, c'est pareil, c'est même plus simple. Il y a la photographie qui est là pour apporter de l'information, c'est celle que nous produisons. Et nous allons prendre un temps fou à lui donner sa place, à avoir sa légende, à faire en sorte que le papier et la légende apportent tout le contexte nécessaire pour que le lecteur puisse apprendre, comprendre, décrypter et se faire, on peut l'imaginer, un avis. Et ensuite, il y a la photographie qui sert de clignotant comme la publicité dans le journal en 1944. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye à minima. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des photographies il y a des photographies encore très illustratives et qui servent d'illustration. C'est le cas de la photo dont vous parlez. Et il y a des photographies qui sont véritablement des bouts de journalisme. On essaye toutefois d'être. Ça veut dire qu'en fait, la photo, probablement, je l'espère, il y a quand même des milliers d'articles qui sont publiés tous les jours sur le site monde.fr. Et ce qui ne sera plus le cas dans quelques temps, mais qui est encore le cas aujourd'hui, et ça c'est une aberration technologique, un papier a besoin d'une image pour être publié. Ouais. Non, mais ce qui me permet de compléter, c'est une aberration technologique, mais c'est aussi le produit de nos comportements, et je le mets dedans d'ailleurs. Oui, bien sûr. Parce que toutes les études le montrent, que ce soit un article, un tweet, une publication sur Facebook, etc., accompagné d'une image, sera considérablement plus cliqué quand il n'y a pas d'image. Donc tout nous pousse, même quand il n'y a pas de photo évidente, même quand il n'y a pas de photo travaillée, traitée, correctement éditée, comme vous le dites, et vous avez tout à fait raison dans votre remarque, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus,
tout le coup, ça va être une image pour donner une chance à l'information qui va derrière. C'est totalement pervers. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Ouais, alors. Jean-François, tu as aussi un petit bémol. Ouais. Ah ouais, tu es sur le même sujet? Oui, non, t'es sûr que tu peux parler. Terrorisé. Non, ce que je voudrais dire, monsieur, aussi, c'est ce qu'on oublie trop souvent maintenant, c'est que l'information de qualité, elle a un coût. Produire une information de qualité, envoyer un journaliste, envoyer un photographe pendant 9 mois en Irak pour couvrir la chute de Mossoul, ou en Afghanistan, ou en Tchétchénie, etc., ça a un coût. Et on ne peut pas, même si aujourd'hui tout le monde veut tout gratuit, produire une information de qualité, ça a un coût. Et voilà, je trouve qu'il faut juste le rappeler et que ça a son importance. Donc le site du Monde, qui est formidablement fait, ne peut pas non plus avoir la qualité du print. C'est mon avis. C'est pas fait forcément par les Belges. Pour reprendre sur l'explication sur les légendes dont monsieur parle, et en même temps pour revenir sur qu'est-ce que c'est la photographie dans l'information, quelque chose de compliqué, de délicat à manipuler, peut-être passer par juste la façon dont on procède, enfin en tout cas que moi je procède, ça peut expliquer un peu les choses, parce qu'en fait ça veut dire quand des images arrivent au journal, c'est que forcément il y a un article qui vient avec. Donc souvent, en fait, c'est même pas que la photo a besoin d'une légende, c'est qu'elle a besoin de tout un article. Moi, je ne choisis pas mes images, je fais des photos au fur et à mesure de mon travail, comme je prendrai des notes. Je ne sais pas quelle valeur elles auront le soir ou 3 jours plus tard, en fonction de l'actualité, en fonction de ce que le journal a déjà dit ou pas encore, etc. Je ne choisis pas les images pour leur valeur, comme si elles avaient une valeur intrinsèque. Simplement, je fais le même travail, enfin, un travail de journaliste d'ailleurs, et pas un travail d'activiste, parce qu'on a parlé de ça pas mal aussi tout à l'heure. On ne fait pas ce travail pour changer le monde. On a déjà essayé de le faire bien. Plus de neutralité, c'est plus difficile, mais c'est mieux. J'essaie juste de comprendre d'abord ce qui se passe pour ensuite délivrer une information la meilleure, qui soit, j'espère, pour que chacun puisse fabriquer sa propre opinion. Je fais pareil avec les images, j'accumule des images, puis à un moment donné, il y a un rédacteur avec moi souvent. Si ce n'est pas le cas, il faudra trouver quelque chose, mais en tout cas faire un texte ou écrire. Mais ça veut dire qu'au moment où il y a des images qui partent vers le journal, en tout cas quand on parle d'actualité internationale, où il n'y a pas 36 correspondants qui s'occupent d'un sujet, on envoie un article en même temps que les photos quand on a décidé, quand on a compris ce qui se passait, quand ça mérite une publication. Donc souvent le cas dont vous parlez, quand il y a des bouts d'articles en dessous des images, c'est souvent en fait une façon de ramener à l'article, parce que c'est même plus d'une légende dont la photo a besoin, c'est du papier entier, c'est de ce qu'on a publié ce jour-là. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que juste comme ça, celles et ceux qui voudraient avoir le temps de poser une question pourraient se manifester, comme ça on va essayer d'adapter les temps de réponse. Plus de questions que ça. Mauvais signe. C'est chouette. Ça peut dire avec Michel. Tu vas arrêter de s'abonner, ça ne va pas plus. Moi j'ai une question. Peut-être avant. Ah non, vas-y, sinon. Si on devait quand même définir ce qui fait l'icône, enfin ce qui transforme la photographie presse en icône, en quelques mots les uns et les autres, qu'est-ce que vous diriez? Parce qu'on tourne autour depuis le début de cette rencontre, on a posé des tas de jalons entre le temps et le photographe, etc. Et finalement, avec le recul, qu'est-ce que ce serait? Peut-être Marie peut commencer, parce que c'est toi qui avais trouvé de cette conférence. Je pense que ça fait penser à ça d'ailleurs. Une petite provocation pour les historiens surtout. C'est bien de faire ça à moi au rendez-vous. Oh oui, parce que si je ne suis pas là pour analyser l'image, enfin, pas dans une analyse historique en tout cas, je crois que vous l'avez compris, notre métier c'est de fabriquer de l'information. Et je trouve que c'est un outil important.
rappeler qu'effectivement, dans les icônes et dans les images qui ont marqué notre mémoire collective, il y a des images qui ont été fabriquées par la presse. Et qu'effectivement, si aujourd'hui les réseaux se sont multipliés, qu'on est tous inondés d'images et compagnie, il y a peut-être encore des images qui resteront. Et là, il est sûrement, même si Jean-François n'est pas d'accord. Et je pense que ce qui fait, je pense que le temps peut donner une maturité à une image qui prend son sens plus tard. Ça m'est arrivé, par exemple, c'est dommage, je ne sais pas si je l'ai, mais par exemple, il m'est arrivé de regarder les images que Laurent avait faites en 2012 à Alep, dans un moment assez particulier que je ne vais pas rappeler, mais quand Laurent envoie des images, on cherche quelque chose, on cherche à être surpris, on lit une légende en latin un moment et compagnie, et puis à un moment, il m'a envoyé une photo une très bonne photo, si je cherche, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois, mais je la montre après, d'un jeune garçon, on est à Alep, 2012, il est très beau, il est fin, il a une Kalachnikov à droite, un lance-roquette à gauche, il fume une cigarette, il a l'air hyper détendu, il a une petite, des cheveux comme ça noirs, il est beau comme un cœur. Et j'ai pas compris pourquoi Laurent m'avait envoyé cette photo qui m'a un peu troublée. Je n'ai compris sa signification et son importance dans l'histoire d'Alep que 5 ans plus tard, quand on s'est dit qu'on allait revisiter les archives et qu'on allait revisiter en fait ce qu'on avait fait à Alep, pour raconter l'histoire de la Syrie, de 5 ans de guerre en Syrie, par le fil rouge d'Alep. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, c'est qu'à la relecture, sur le coup, je ne pouvais pas comprendre cette image, parce que je ne suis pas sur place. Je ne sais pas si Laurent, quand il a compris ce qu'il était en train de capturer, mais je vais la trouver pendant que Jean-François fait sa réponse, et on y reviendra peut-être tu vois de quelle image je parle. Voilà. Donc le temps. Non, mais je suis complètement d'accord, c'est le temps. Le temps, la répétition et le symbole qu'elle devient. Mais on n'a pas de recette pour fabriquer une icône, si vous voulez. Le photographe se lève pas un matin en disant tiens, je vais faire une icône. Tous les photographes seraient beaucoup plus riches. Ou pas, si ça fait mon référence. Laurent, en première intention, il se trouve que tous les reportages qui sont faits depuis 89, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup des reportages depuis 89 sont sur des territoires de guerre, c'est-à-dire sur des lieux et sur une information qui va faire histoire. C'est-à-dire que quand on est en Yougoslavie dans les années 90, on sait que quelques années plus tard, c'est techniquement dans les livres d'histoire, c'est vraiment dans les livres d'histoire. C'est le cas en ce moment de la Syrie, etc. Mais qu'est-ce qui, en première intention, donne l'envie, le désir d'aller travailler sur ces terrains-là, qui sont quand même pas les plus simples? Des terrains de guerre. Je suis journaliste, faire son métier. On peut le faire de plein de façons différentes. On n'est pas obligé d'aller le faire pendant 30 ans. Ça vient, c'est comme tout le monde. C'est les aléas de la vie, la spécialisation, l'accumulation de compétences. À un moment donné, on sait bien qu'on est tout doucement, on se dirige vers quelque chose parce que le temps passe et oui, des compétences accumulées. Et alors, est-ce que je peux poser une question? Je te pose une question parce que je sais que tu as une réponse vraiment évidente. On en parle souvent sur la différence entre l'icône et la presse, l'ensemble des médias qui peuvent changer des choses. C'est pas une image qui change le monde. On en parlait. C'est l'accumulation. Explique ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous aurez compris que pour moi c'est un peu antinomique. Une icône, c'est pas vraiment une qualité pour moi. Je pense vraiment que le journalisme c'est le contraire de faire des icônes, mais c'est spécifié. Donc une espèce d'image qui soi-disant résume tout, pour moi c'est un peu l'opposé de l'image qui explique, mais ça c'est une position de journaliste. Ce dont tu veux parler c'est de l'IP, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai entendu plusieurs fois pendant la conférence. Changer le monde. Alors j'ai fait une petite allusion, surtout ne confondons pas les activistes, enfin, je crois que c'est pas une bonne idée, on ne peut pas être journaliste et activiste en même temps. Celui qui fait son métier pour changer le monde, je pense que ça ne va pas se passer au mieux, c'est déjà bien compliqué, assez compliqué sans ça. Et on se disait, est-ce que les photos ont changé le monde? Je ne pense pas que ce soit même une bonne idée d'y réfléchir vraiment, mais je disais qu'il y a des situations où la présence, non pas d'un photographe ou de la publication d'une photographie, ou la présence d'un photographe change quelque chose. Par contre, la présence de la presse en général, comme par exemple pendant le siège de Sarajevo,
je crois que tous ceux qui ont passé des années dans le siège de Sarajevo ont bien compris que s'il n'y avait pas eu la présence générale des journalistes, c'est-à-dire les télévisions, les grosses comme les petites, CNN comme les nationales, les radios, les journaux, l'ensemble de la présence de la presse internationale, avec plus ou moins de qualité d'emprunt, ou de qualité de persévérance, mais la présence en général, à mon avis, et tous les gens qui étaient sur place ont le même avis, ont fait une différence, et c'est une conséquence, c'est pas un but, mais ont eu un impact directement sur le cours des choses. C'est comme ça, c'est que s'il n'y avait pas eu tous ces gens, les Serbes seraient descendus dans Sarajevo et auraient liquidé tout le monde, comme sans doute on peut faire au Moyen-Âge quand il n'y avait pas de témoins, ou quand les témoins étaient plus importants. Donc dire des trucs comme une image ou une information change le monde, je crois que c'est par contre bien entendu que avoir le journalisme. Il suffit d'ailleurs de parler à des gens qui en sont privés, je ne sais pas, les Russes avant la perestroïka ou les gens en Corée du Nord, ces gens-là rêvent d'avoir de l'information. C'est toujours quand elle n'est pas là qu'on réalise son importance. Mais bien sûr l'information, je pense, et la présence des journalistes, c'est-à-dire d'être de vous, des lecteurs, change le cours des choses. Enfin. Jean-François, puisque Laurent parle à l'instant de pays qui sont privés d'un accès à l'information, je ne sais pas si on se lit à la Russie aujourd'hui, vous avez là-dessus. Non, je parlais, j'ai dit avant la presse. Après, c'était mieux, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment dans quel cas ça se porte. Quand on regarde la situation de la France, parce que nous avons une image un regard mondial sur le photoreportage, est-ce qu'il y a des photojournalistes, oui, en plus, ça a été quelle mauvaise sur le photojournalisme, est-ce que la France est une situation particulière? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qu'il faut regarder de manière particulièrement attentive aujourd'hui? Comment on se situe? Est-ce que les problématiques sont les mêmes absolument partout? Moi, je trouve, je vais peut-être choquer, surprendre, je trouve que la presse, la liberté de la presse recule dans toutes les démocraties du monde et je trouve ça très inquiétant. Je veux dire, on a vu, permettez-moi, l'an dernier, lors de la présidentielle en France, il y avait 3 candidats qui n'ont cessé de taper sur la presse, ok, et le 4e, qui a été élu, avait épargné la presse. Aujourd'hui, c'est l'un des plus sauvages dans ses commentaires sur les journaux. Regardez ce qui se passe avec Trump, regardez, je veux dire, on définit le journaliste comme l'ennemi du peuple aux États-Unis. En France, on nous dit mais les journalistes ne s'intéressent qu'à ceci ou qu'à cela. Mais qui sont ces gens pour donner des leçons de liberté de presse? Donc moi, si vous voulez, ça me pose un vrai problème. Le fait que je trouve, c'est un constat qu'il faut faire, alors on est loin de notre débat sur la fabrique d'icônes, mais je trouve quand même que la démocratie, la liberté de la presse recule dans de trop nombreuses démocraties, et quand on voit ce qui se passe en Europe de l'Est, où l'extrême droite et les populismes, le Brésil qui va basculer à l'extrême droite, etc., je m'inquiète. Voilà. À ce sujet-là, d'ailleurs, en fait, on s'éloigne un peu de la fabrique des icônes, mais j'aurais tendance à croire que dans ces pays-là où la liberté de la presse n'est pas respectée, et évidemment la presse et l'information est un enjeu dont il ne faudrait pas laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. La photographie est une des premières matières en fait qu'on essaye de s'accaparer, clairement. On n'a jamais vu autant de photographies diffusées par Russia Today, par exemple. Aujourd'hui, si vous voulez regarder la série... Russia Today, vous voyez, c'est une chaîne de télévision financée par Poutine et qui s'installe dans un autre ancien pays. Voilà. Je pratique un type de... J'hésite à prononcer le mot information sans mettre de guillemets. Orienté. C'est intéressant, mais si vous regardez effectivement l'actualité dans les yeux ou à travers la chaîne RT, donc Russia Today, si vous vous intéressez comme nous à l'actualité de la Syrie, vous verrez qu'en image, je ne lis pas le russe et je ne lirai pas en français, en image, la Syrie est un pays en paix, c'est un pays réconcilié.
C'est un pays où les gens sont à l'attaquer, au bord de l'eau, et respirent la bonne humeur. La réalité est tout autre. Donc c'est quand même, il y a quand même un enjeu très très important et éminemment important même à savoir où est-ce qu'on regarde les images, à savoir les lire, certes les décoder, ça c'est important, mais de savoir qui vous les offre. D'où l'importance, Jean-François là-dessus, de la liberté de la presse et d'une presse indépendante qui peut travailler avec des gens de qualité. Et puis j'aurais juste rajouté un mot, Marie. C'est quand même. C'est un mot de la fin, je pense. Et pour moi, c'est également un recul de la liberté de la presse, et ça, des services photo comme Le Monde s'y oppose tous les jours. On a de plus en plus affaire à de la communication, c'est-à-dire des agences, des partis qui fournissent des images, que ce soit des images photos, des images télé, qu'on voit dans. Moi, je suis effaré de voir dans certains journaux télévisés des images que l'on sait produites par tel ou tel parti politique, montrées comme de l'information sans qu'on me mette documents fournis par. Je trouve que c'est un mensonge et il faut être très sensible à faire la différence entre communication et information. Dans les 400 débats de ces rendez-vous d'histoire, il y en a d'autres sur ce genre de sujet, notamment à 16h15, c'est dans 15 minutes, ici même au château, mais c'est dans la salle Gaston d'Orléans, qui s'intitule « Les images diffusées par les médias influencent-elles les opinions de l'histoire à l'actualité ?» Donc si ça vous intéresse, vous pouvez prolonger. Il y a tous les débats du monde. Alors on est en train de ça. Merci beaucoup, Thomas.